Ravi de vous retrouver au soir de ce dimanche 28 juin 2026. C'est l'heure de l'actualité sur votre radio. Voici le sommaire. 90,17%, c'est le taux de réussite de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2026 au plan national. Comparativement à l'année 2025, il y a eu une augmentation de 0,36%. Les difficultés des citoyens de Sédhiou en matière d'eau potable persistent toujours malgré les nombreuses dénonciations des citoyens interrogés. Le chef de l'arrondissement invite ses administrés à la patience. Le ministère des Enseignements maternels et primaires vient de taper du poing sur la table concernant la collecte clandestine de fonds liés à la gestion de la plateforme EducMaster. C'est à travers la correspondance datée du mercredi 24 juin 2026. D'autres nouvelles seront également au menu de ce journal. Cyril Kwadji, partie technique à présentation, Bernice Koukoudji. Je l'annonçais dans les titres, 90,17%, c'est le taux de réussite de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2026 au plan national. Comparativement à l'année 2025, il y a une augmentation de 0,36%. On suit les précisions. Les grandes tendances se présentent comme suit. À Libory, nous avons un nombre d'inscrits 15 579. Et les candidats qui ont effectivement composé, leur nombre s'élève à 15 195. Admis, 13 375. Taux de réussite, ça fait 88,02%. Comparativement à l'année dernière, il a un bond de 2,42%. À Takora, nombre d'inscrits, 18 042. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 14 578. Taux de réussite, 83,64%, soit une hausse de 0,3,44%. Atlantique, nombre d'inscrits, 59 439. Présents, 58 520. Admis, 52 139. Taux de réussite, 89,10. Comparativement à l'année dernière, il y a une chute de 0,52%. Le Borgo, nombre d'inscrits, 30 786. Candidats ayant effectivement composé, 30 174. Nombre d'admis, 29 297. Taux de réussite, 97,09%, soit un bond qualitatif de 2,06%. Colline, nombre d'inscrits, 16 936. Nombre de présents, 16 587. Admis, 15 922. Taux de réussite, 95,99, soit un bond qualitatif de 3,64%. Koufo, inscrit, 14 393. Présent, 13 953. Admis, 12 695. Taux de réussite, 90,98%, soit un bond positif de 0,50%. Donga, nombre d'inscrits, 14 360. Candidats ayant effectivement composé, 13 996. Nombre d'admis, 13 385. Le taux de réussite s'élève à 95,63%, soit une évolution de 0,45%. Littoral, nombre d'inscrits, 17 530. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 17 285. Nombre d'admis, 15 698. Taux de réussite, 90,82%.
comparativement à l'année dernière, il a une chute de 2,45%. Mono, nombre d'inscrits, 15 214. Présents, 14 916. Admis, 12 497. Taux de réussite, 83,78%, soit une chute de 4,08 par rapport à l'année dernière. OME, donc inscrits, 44 087. Présents, 43 454. Nombre d'admis, 37 143. Taux de réussite, 85,48, soit une chute de 1,96%. Plateau, inscrit, 16 121. Présents, 15 813. Admis, 15 049. Taux de réussite, 95,17, soit une hausse de 1,63% par rapport à l'année dernière. Nombre d'inscrits dans le zoo, 24 528. Candidats ayant effectivement pris part à la composition, 24 082. Nombre d'admis, 21 964. Taux de réussite, 91,21, soit une hausse de 2,25%. Au niveau national, nous avons comme nombre d'inscrits 286 995. Présents, 281 405. Admis, 253 742, soit un taux de réussite au niveau national de 90,17%. Et ce taux, par rapport à l'année 2025, a connu une évolution de 0,36%. Et je profite aussi de l'occasion pour annoncer au public que la session des malades démarre dès le lundi prochain. Et autre chose, à partir de cet instant, les candidats peuvent consulter les résultats sur la plateforme e-résultats. Dans le département de l'Atlantique, les résultats ont été proclamés le samedi 27 juillet 2026. Ceci après la délibération le vendredi 26 juillet. Les résultats, circonscription par circonscription, se présentent comme suit. Abomey-Calavi 1, 94,65. Abomey-Calavi 2, 94,21. Abomey-Calavi 3, 85,68. Abomey-Calavi 4, 91,89. Alada, 87,95. Pomassé, 79,47. Ouida, 83,65. Soava, 97,84. Tafo, 82,70. Toribocito, 87,28. Et enfin Zé, 82,43. La session des malades démarre bien avant la session des malades. Le directeur départemental Kodjo Kami Chiakpe invite les enseignants à redoubler d'efforts. Comme je le disais, le directeur départemental Kodjo Kami Chiakpe invite les enseignants à redoubler d'efforts. Nous avons fini l'année scolaire 2025-2026 en beauté parce que nous avons eu un pourcentage de 89,10. Certes, nous avons régressé de 0,5. Mais cela ne dénote pas de ce que tout a été bien fait. Cela ne dénote pas aussi du fait que l'on puisse dire que dans nos écoles, il y a un travail qui a été fait. C'est à l'actif des uns et des autres. C'est à l'actif des enseignants, des classes de CI jusqu'au CM2, des directeurs, directrices d'école, des parents, d'élèves, des partenaires sociaux, des conseillers pédagogiques et des chefs de circonscription scolaire qui ont su accompagner les uns les autres pour que nous puissions avoir ce pourcentage-là. Cela ne veut pas dire que nous sommes entièrement satisfaits, mais nous allons nous y mettre pour que l'année prochaine, nous puissions aller au moins à 90%. Ce serait un objectif à atteindre. Je vais demander, après que les chefs de circonscription scolaire, les conseillers pédagogiques et avec les directeurs d'école puissent se revoir
étudier ces résultats pour voir là où il y a encore des problèmes, surtout en mathématiques et en dictée, afin que des dispositions soient prises pour que la rentrée prochaine, nous puissions nous puissions véritablement améliorer le pourcentage à ce niveau-là. Félicitations à nous tous, félicitations au département de l'Atlantique. La session des malades démarre le lundi 29 juin 2026. Autre volet de l'actualité à présent, après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre le Bénin et le Niger, un nouveau pas semble être franchi vers la normalisation des relations entre les deux pays. À la suite de son investiture, le président Romuald Wadaïn s'est rendu au Niger. Depuis cette visite, un comité de travaux composé d'experts des deux pays a été mis en place pour étudier les modalités de réouverture de la frontière. Déjà à la réunion du samedi 20 juin 2026, des préalables sont énumérés par la délégation nigérienne. Les préalables qui seront étudiés par les autorités béninoises. Audit des citoyens d'Alada interviewés par le service de l'information de votre radio La Voix de l'Alama. C'est une bonne démarche enclenchée par les deux pays. Pour eux, le président Wadani est à féliciter pour son ouverture d'esprit, sa volonté de la libre circulation des biens et des personnes entre le Bénin et le Niger. Ils sont au micro de Ruth Daguet. À mon avis, les actions du gouvernement sur la réouverture de la frontière Bénin-Niger témoignent en quelque sorte une volonté politique de privilégier le dialogue plutôt que les tensions. Ces efforts répondent aux attentes des populations qui dépendent des échanges transfrontaliers. Une énorme opportunité de relancer le commerce. Non seulement ça, de faciliter la circulation des biens et des personnes et aussi renforcer les liens historiques entre les deux nations. Moi, j'en serais ravie parce qu'à travers cette ouverture, il y aura des imports et exports de produits. Ça va rehausser le capital de notre pays et ça va nous avantager, ça va avantager le pays aussi. Déjà, moi, je salue cette humilité-là parce que en tant que chef de l'État, c'est une grande responsabilité pour lui d'aller vers son homologue et d'en parler. Après tout, le Bénin et le Niger, comme on le dit, ce sont des frères et il y a pas mal d'activités économiques, culturelles et autres qui nous lient. Donc, moi, je félicite déjà cette démarche-là et cela va amener le Bénin et le Niger sur encore d'autres projets diplomatiques et c'est une bonne chose à saluer. Je salue notre président Wadaï Romuald pour ses travaux qu'ils sont en train de faire pour l'ouverture de la frontière Bénin et Niger. Moi, je pense que cela va faciliter le commerce entre les deux pays. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, car le Bénin et le Niger sont des pays voisins. Et je pense vraiment que si les travaux aboutissent à l'ouverture, là, il y aura encore l'union entre les deux pays. Les citoyens de Sedjedénou dans la commune de Zé continuent de dénoncer des difficultés d'accès à l'eau potable face aux nombreuses plaintes enregistrées. Une équipe de la rédaction de La Voix de l'Alama s'est rendue sur place le jeudi 25 juin 2026 afin de faire le constat. Au cœur de cette descente, l'équipe a rencontré le chef d'arrondissement de Sedjedénou, Michel Lokonon. Il est conscient de la situation, il l'explique et lance un appel d'apaisement à ses administrés. Le gouvernement qui vient de passer nous a octroyé un grand château qui va alimenter Sedjedénou, Sedjehuegoudo et Djibé. Et le château est placé à Misebo, dans l'arrondissement de Sedjehuegoudo. Et aujourd'hui, ce que la population plaigne aujourd'hui est ceci. Une partie des populations de Sedjedénou ne peuvent pas être en possession de l'eau qui vient de ces châteaux parce que les tuyaux qu'on est en train de drainer aujourd'hui dans l'arrondissement de Sedjedénou prend en compte un côté du goudron et laisse l'autre côté du goudron. Cela amène une
grande difficulté à la population de Ségué-Denou qui voit l'eau est en train de passer aujourd'hui et beaucoup ne trouvent pas à utiliser. Je suis en train de voir les gens des agences et la semaine dernière, on a eu échange de pris de contact avec madame la directrice départementale de l'énergie, des mines et de l'eau et j'ai soulevé le problème au directeur départemental et il nous a rassuré qu'en son temps, elle va voir le service compétent qui est en charge de cet ouvrage et ensemble, ils vont voir ce qu'il y a lieu de faire pour que la population de Ségué rendre en possession de l'eau. Je tiens à dire à la population de Ségué-Denou de rester calme, de rester serein, que le gouvernement de son Excellence Romiad Wadaï ne veut pas laisser quelqu'un en aucun cas. Il sait, et c'est lui qui étant le ministre des Finances, qui a financé le château d'eau qui va alimenter Ségué-Denou aujourd'hui, Ségué-Ouagadougou et Djibouti. Je suis sûr que dès qu'il est le président de la République aujourd'hui, que la population de Ségué-Denou, Ségué-Ouagadougou et Djibouti aura l'eau. Je les lance appel solennel de rester calme. Michel Loconon, chef de l'arrondissement de Ségué-Denou, suite à propos recueillis par Robert Agoton. Information au plan national à présent, le salon Expo Avicole a officiellement ouvert ses portes le jeudi 25 juin 2026 au Palais des Congrès à Cotonou. Pendant 3 jours, acteurs de la filière, investisseurs, partenaires techniques et décideurs se retrouveront pour réfléchir aux défis et aux perspectives de l'aviculture béninoise pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce salon traduit la volonté du Bénin de moderniser la filière, d'encourager les investissements et de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Adin Bloukounon Goubalan. L'aviculture béninoise est aujourd'hui à la croisée de ses chemins. Au cours des dernières années, les producteurs, les organisations professionnelles et les investisseurs privés ont consenti d'importants moyens en termes de ressources humaines, en termes de technologie, de savoir-faire. Beaucoup de moyens ont été consentis. Et tout ça, ça a permis d'accroître significativement notre production nationale en termes de viande et en termes d'œufs. Cette dynamique témoigne du potentiel remarquable que dispose notre pays, le Bénin. Cependant, nous devons reconnaître avec lucidité que notre marché demeure encore fortement dépendant des importations de produits avicoles. Et justement, face à ces enjeux, l'avenir de l'aviculture, notre aviculture, ne peut donc se limiter à produire davantage. Il nous faut bâtir une véritable industrie avicole. Alors notre ambition est claire, permettre au Bénin de réduire progressivement sa dépendance aux importations de produits avicoles. Nous voulons que ce salon favorise le partage des connaissances, les bonnes pratiques, la diffusion des innovations et technologies, le développement de partenariats stratégiques ainsi que la valorisation de l'expertise des acteurs engagés dans le développement de l'aviculture du Bénin. Invité d'honneur de cette première édition, le Maroc, à travers son ministre de l'Agriculture, de l'Élevage maritime, du développement rural et des eaux, forêts, réaffirme la disponibilité du Maroc à accompagner le développement de l'aviculture béninoise. Ahmed El Bouhari. Je voudrais saluer l'initiative du gouvernement du Bénin pour l'organisation de cette première édition du Salon international de l'aviculture, qui traduit l'importance accordée au développement de cette filière stratégique. Au-delà de sa dimension économique, ce salon traduit une vision, celle d'une agriculture africaine qui investit, qui innove et qui crée davantage de valeur sur notre continent. Cette dynamique rejoint pleinement la vision du Royaume du Maroc qui place l'agriculture au cœur de ses priorités stratégiques. La coopération entre l'interprofession avicole du Royaume du Maroc et l'interprofession avicole du Bénin illustre parfaitement ce que peut produire une coopération sud-sud.
fondée sur le partage des compétences. Organisé par l'interprofession aviculture du Bénin IAB, ce rendez-vous ambitionne de bâtir une aviculture moderne et durable, fait savoir Léon Anago, président de l'interprofession aviculture du Bénin. Cette rencontre marque une étape importante dans l'histoire de la filière avicole béninoise. Elle constitue un cadre privilégié de rencontres, d'échanges d'expériences, de partage d'innovation et de développement de partenariats au service de notre ambition commune, bâtir une agriculture moderne, compétitive et durable. Ce salon est avant tout celui des acteurs de la filière agricole, producteurs, convoiristes, fabricants d'aliments, vétérinaires, transformateurs, distributeurs, chercheurs, investisseurs et décideurs. Il doit être un cadre de réflexion sur les défis de notre secteur, mais aussi une vitrine des opportunités. Le salon Expo avicole s'est poursuivi jusqu'au 27 juin au Palais des Congrès à Cotonou. Au programme des expositions, rencontres d'affaires et échanges entre professionnels avec pour objectif de contribuer au développement d'une aviculture plus compétitive et plus performante au Bénin. La session statutaire du comité de pilotage du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes phase 3 s'est tenue le jeudi 25 juillet 2026 à Djougou. Les travaux ont été présidés par le ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale, Janvier Yawedeu, à l'issue d'une visite des chantiers de construction des marchés de l'eau, les marchés de Kolokondé dans la commune de Djougou et de Pébégou dans la commune de Kopargo. On écoute le ministre Janvier Yawedeu. Le PDM est un programme de longue haleine, 12 années, 3 phases, un engagement jamais démenti. Permettez-moi d'en rappeler brièvement l'architecture. La phase 1 a posé les fondations avec la réalisation de 6 infrastructures. La phase 2 a consolidé et élargir les acquis avec 10 nouvelles infrastructures et la phase 3 en cours prévoit 15 infrastructures supplémentaires portant le total à 25 infrastructures dans 24 communes d'intervention. Au-delà du nombre, ce sont des transformations profondes qui ont marqué nos communes. Je citerai parmi les résultats les plus significatifs la formation de plus de 3300 artisans aux techniques de construction en matériaux locaux et plus particulièrement aux briques en terre comprimée BTC. L'institutionnalisation de la formation en construction en terre au sein des lycées d'enseignement technique, des collèges de formation professionnelle, mais aussi des universités, ce qui constitue une avancée remarquable pour la souveraineté technologique du Bénin. La chef de la coopération de l'ambassade de l'Allemagne au Bénin a également pris part à cette session de pilotage du programme. On écoute Rick Son. Le Bénin associe à l'évaluation de son processus budgétaire par les partenariats internationaux du budget et ce depuis 2012. Ceci résulte en une publication biannuelle de la performance de chaque pays à travers l'indice du budget ouvert dans les 3 catégories qui sont la transparence budgétaire, la participation publique et le contrôle budgétaire. Pour la Cour des comptes et l'Assemblée nationale et tous les membres du gouvernement béninois pour le progrès fait dans les catégories participation du public et contrôle budgétaire qui vous seront livrés tout à l'heure. Le directeur PISNV, principal mandataire du programme PDM, revient sur le bien fondé de la session et du dit programme. Stéphane Tuna. La session qui nous réunit aujourd'hui est bien plus qu'une réunion statutaire du comité de pilotage. Elle constitue un moment privilégié pour apprécier ensemble le chemin parcouru, mesurer les résultats obtenus, identifier les défis qui demeurent et préparer dans un esprit de responsabilité collective la prochaine étape du programme. Depuis son lancement en 2014, le PDM est avant tout une aventure collective. Une aventure rendue possible grâce à la vision de la coopération suisse, au leadership du gouvernement du Bénin,
à l'engagement des collectivités territoriales, des associations de communes, des services techniques de l'État, des entreprises, des organisations professionnelles, ainsi que de toutes les équipes qui ont accompagné la mise en œuvre du programme. Le maire de la commune de Djougou, quant à lui, se réjouit sur le choix porté sur sa commune pour abriter cette rencontre. Il se réjouit également des différentes réalisations faites dans sa commune à travers ce programme. Idrissou Yaya. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Djougou, à l'occasion de la session du comité de pilotage du programme de développement des infrastructures économiques marchandes, troisième phase, PDM 3, qui se tient ce jour à l'hôtel de la Donga à Djougou. La commune de Djougou est particulièrement honorée d'abriter cette importante rencontre. Je me réjouis du choix porté sur notre ville pour accueillir cette session stratégique consacrée à l'évaluation et à l'orientation des actions du programme. Allant dans le même sens, le préfet de la Donga n'a pas tari de mots à l'endroit de la coopération SUS et de la SNV pour l'accompagnement du dit programme dans le département de la Donga. Elle expose les réalisations intervenues dans son département grâce au programme PDM. Lydie Chabi. Aligné sur le programme d'action du gouvernement, cette troisième phase de cet ambitieux programme de renforcement du développement économique local tiré de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Suisse s'est étendue à plusieurs communes du Nord Bénin, dont celles de Basila, Koparago et Djougou. Je tiens sincèrement à exprimer ma gratitude et celle des populations locales à la coopération suisse pour son accompagnement financier stratégique ainsi qu'à la SNV Bénin pour son engagement technique dans la mise en œuvre du programme. En effet, en dehors du programme gouvernemental de construction des marchés modernes, urbains ou régionaux, nos collectivités territoriales manquaient de capacités techniques et financières à conduire la réalisation d'investissements structurants susceptibles de redynamiser l'économie locale. Avant de retrouver Cyril S. Akpandé, sachez que le ministère des Enseignements maternels et primaires vient de taper du poing sur la table concernant la collecte clandestine de fonds liés à la gestion de la plateforme EducMaster. Et c'est à travers la correspondance datée du mercredi 24 juillet 2026 que l'autorité ministérielle ordonne le remboursement sans délai des sommes indûment prélevées sur les parents d'élèves. Le document officiel portant la signature du secrétaire général du ministère cible une pratique devenue courante dans plusieurs circonscriptions scolaires. La perception d'une somme forfaitaire de 50 francs CFA par apprenant officiellement justifiée comme une contribution financière destinée à soutenir ou à maintenir la plateforme numérique EducMaster. Le ministère rappelle fermement qu'aucune directive ministérielle n'autorise une telle levée de fonds auprès des parents et exige la restitution immédiate de chaque pièce de 50 francs collectée. On retrouve Cyril S. Akpandé. Chronique du jour. Chronique du jour, Cyril S. Akpandé. Homme d'autrui, femme de dehors, c'est la chronique de Cyril S. Akpandé de ce dimanche. Homme d'autrui et femme de dehors. À qui profite cette relation? De nos jours, le mot maîtresse est principalement utilisé pour se référer à l'amante d'un homme marié à une autre femme. Dans le cas où l'homme est célibataire, il est plutôt d'usage de parler de petit ami ou de partenaire. Ainsi, il serait difficile à la maîtresse de participer activement à l'émergence de sa coépouse, car elle va chercher à être bien vue et aimée par son homme circonstanciel. Elle va vouloir que l'homme marié passe du temps avec elle, au lieu d'aller chez la femme légitime. La voleuse de marée justifie les mensonges de son partenaire parce qu'elle l'identifie comme victime d'une relation de couple étouffante, insatisfaisante et sans avenir. Elle se voit elle-même comme une rédemptrice qui se sauve elle-même à travers cette relation. Peu importe la façon dont les femmes chassent-elles penser d'elles-mêmes.
beaucoup à vous. J'aime un homme marié, mais dans la plupart des cas, tout se limite au statut humiliant de maîtresse. La femme du dehors ignore ou nie la domination à laquelle elle est soumise parce que les règles sont imposées par la personne mariée et ne lui donnent pas de marge de manœuvre. La maîtresse s'adapte à ces règles sans percevoir comment son caractère et son autonomie évoluent. Nous sommes face à une personne avec une insécurité notable, c'est-à-dire une faible estime de soi, qui met son énergie dans cette relation, bien qu'elle soit consciente qu'elle n'a ni l'évaluation ni la reconnaissance qu'elle souhaiterait. Lorsque tous les deux sont mariés, un lien plus équilibré et sincère pourrait être créé, mais qui est toujours basé sur la passion et l'émotion. Pour ces maîtresses, la flexibilité, la clémence et la générosité sont indispensables. Une maîtresse apporte de l'énergie à son partenaire marié. Elle est souvent bien organisée et créative. L'égalité d'humeur entre hommes mariés et la femme de dehors est aussi au top. La maîtresse ou la voleuse du mari d'autrui fait tout pour mettre le tonton bonheur, c'est-à-dire le mari d'autrui, à l'aise. Elle est toujours chaleureuse, serviable et fait l'effort de combler les attentes de l'homme infidèle. Ce dernier apprécie surtout la tempérance, la douceur, la créativité et le pragmatisme qu'il n'a parfois pas trouvé chez sa femme légale. La maîtresse apporte ce qui manque à son homme occasionnel, ce que son épouse légitime n'a pas su trouver. Quand la femme propriétaire est enceinte ou nourrice, c'est la femme locataire du mari qui assume proprement l'intérimaire. Malgré tous ces facteurs énumérés, aucun homme marié sérieux ne veut changer une femme pour une autre. Il peut vous jurer son amour, écrire des SMS passionnés et être très doux. Mais tout ce dont il a besoin de vous, c'est du sexe et d'augmenter sa propre estime de soi. Vous n'êtes rien de plus qu'un simple jouet. Si l'homme est marié et qu'il trompe sa femme avec vous, vous êtes l'autre femme pour lui. Tu n'es pas la seule avec qui il couche et ça lui va bien. Selon les statistiques des hommes rencontrés, environ 80% des hommes mariés ont des relations extra-conjugales. De plus, beaucoup considèrent cette situation comme tout à fait normale, se justifiant par le fait que les hommes sont des polygames par nature. Il revient donc à la femme légitime de bien jouer sa partition afin d'éviter le pire. Cyril S. Akmanli. À la prochaine. Et ce sera tout pour ce journal. Cyril Podji, Bernice Koukoudji, merci de nous avoir suivis.